Carmela pensait ne faire que dépanner une cousine éloignée à son mariage. Mais lorsqu'elle franchit les portes d'une somptueuse hacienda, vêtue d'une robe qu'elle avait cousue elle-même, elle attira malgré elle l'attention d'un homme qui n'était pas du tout celui qu'elle croyait. Abonne-toi à Sous le masque de la pauvreté pour découvrir des histoires vraies où la simplicité rencontre la grandeur et où un simple geste peut changer une vie. Je m'appelle Carmela Fuentes, j'ai 25 ans et j'ai grandi loin du luxe et des grandes fêtes. Chez nous, la couture était plus qu'un métier, c'était une tradition. Depuis la mort de mon père, je suis devenu le pilier de notre petite famille à Coyoacán, travaillant sans relâche dans notre atelier Fils de Lune pour soutenir ma mère et mon jeune frère. Le jour où j'ai reçu un message de ma cousine Lucie, je n'aurais jamais imaginé qu'une simple invitation changerait le cours de ma vie. Lucie appartenait à cette branche de la famille qu'on voyait rarement. La branche, plus aisée, plus distante, elle se mariait dans 2 semaines, dans une hacienda de Cuernavaca, un lieu aussi beau que hors de portée pour moi. Je n'avais pas les moyens de m'acheter une robe neuve, mais je savais coudre. Alors, j'ai repris une vieille robe, l'ai ajustée, transformée, brodée. Chaque point était une prière silencieuse, que je n'ai pas l'air déplacé parmi eux. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce mariage allait tisser les fils d'un destin que je n'aurais jamais osé rêver. Le matin de la cérémonie, alors que je regardais mon reflet dans le miroir de la modeste chambre d'hôtel que Lucie avait payée pour moi, je peinais à me reconnaître. Le tissu fluide épousait ma silhouette discrète. Mes cheveux, d'ordinaire attachés à la va-vite, tombaient en vagues brillantes sur mes épaules. Les boucles d'oreiller de ma grand-mère complétèrent la métamorphose. « Tu peux le faire, Carmela », murmurai-je en inspirant profondément. Quand je suis arrivé à l'hacienda, un décor de rêve s'étalait devant moi. Allées fleuries, musiciens en costume traditionnel, rires feutrés d'invités parfumés au succès, je me sentais comme une intruse. À chaque pas sur les pavés, mes escarpins empruntés semblaient crier que je n'étais pas des leurs. La coordinatrice du mariage m'amena dans une salle où la mariée et ses demoiselles d'honneur se préparaient. Des robes haute couture, des conversations sur des vacances aux Maldives, et moi, dans mon humble création, debout, discrète. Lucie me salua chaleureusement, mais ses amis, à peine un sourire. Je m'éloignai vers une grande fenêtre donnant sur le jardin. Et c'est là que je le vis. Ce regard allait tout changer. Un homme, élégant mais grave, parlait avec un autre convive. Quand il leva les yeux et croisa mon regard, tout sembla s'arrêter. Il s'appelait Diego Monteiro, et à cet instant précis, même sans savoir qui il était, je sentis que rien ne serait plus jamais comme avant. Je détournai le regard, troublé par l'intensité de son expression. La cérémonie débuta sous les arches fleuries du jardin central. La lumière dorée du midi baignait la scène dans une atmosphère presque irréelle. Les invités étaient installés en cercle autour de l'autel, où les bougies et les orchidées vibraient doucement au gré du vent léger. Quand vint mon tour d'avancer, en tant que marraine de substitution, je pris une profonde inspiration et me lançai. Chaque pas sur l'allée pavée résonnait dans mon cœur battant à tout rompre. Mais lorsque je levai les yeux, je le vis. Diego Monteiro, debout à l'autel aux côtés du marié, me fixait. Son regard, profond, ne quittait pas le mien. Le monde entier semblait avoir disparu autour de nous. Un frisson me parcourut l'échine. Je détournai les yeux, essayant de me concentrer sur les paroles du prêtre. Mais l'écho de ce regard restait gravé en moi. Ce que je ne savais pas, c'est que ce regard allait devenir le fil rouge de ma nouvelle vie. La cérémonie terminée, la réception commença dans le grand patio de l'hacienda, sous des guirlandes de lanternes suspendues entre les arcades coloniales. Je fus placé à la table principale face à lui. Durant le dîner, je tentais de rester discrète, mes yeux rivés sur mon assiette, mais soudain, sa voix brisa le murmure ambiant. « Le mol est délicieux, vous ne trouvez pas ?» Je relevai les yeux, surprise. « Oui, mais il est très différent de celui que prépare ma mère, » répondis-je honnêtement. Son sourire s'élargit, révélant une chaleur inattendue. En quoi diffère-t-il? Le nôtre est moins sucré et plus épicé. Une vieille recette familiale de Puebla. Il écoutait avec un intérêt sincère. Pas comme ces riches qui se donnent un air poli avant de détourner la conversation. Non, lui, il voulait vraiment savoir. La conversation glissa naturellement vers les traditions culinaires mexicaines. Diego parlait avec passion de son projet, préserver et exporter les produits artisanaux tout en respectant les communautés locales. Je l'écoutais, captivé. Cet homme, qui aurait pu incarner l'arrogance du pouvoir, semblait au contraire animé d'une sincérité rare. Mais ce que j'ignorais, c'est que derrière ce sourire, un monde d'opportunités m'attendait. Quand la musique démarra et que le bal s'ouvrit, Diego s'approcha de moi. « M'accordez-vous cette danse? » Mon cœur rata un battement. J'acceptais, timidement. Sous ses pas assurés, je me laissai guider. Il dansait avec une aisance surprenante pour un homme de son rang. Mon père disait que savoir danser était aussi important que savoir lire, glissai-je en souriant timidement. Un homme sage,
répondit-il en resserrant légèrement son étreinte. Au fil des danses, la barrière invisible entre nos deux mondes sembla s'effacer. Nous parlions, rions, comme si nous nous connaissions depuis toujours. À un moment, entre deux morceaux, Diego se pencha légèrement vers moi. « Dites-moi, comment se fait-il que vous soyez la marraine aujourd'hui » demanda-t-il. Je racontai l'histoire. L'accident de l'ami de Lucie, l'appel de dernière minute, la robe modifiée à la hâte, il sourit avec amusement et admiration mêlée. « Et vous avez transformé votre propre robe? Vous êtes talentueuse, Carmela ?» Je baissai les yeux, rougissante. « J'ai un petit atelier de couture à Coyoacán, rien d'extraordinaire. » Il garda le silence quelques secondes, me dévisageant comme s'il découvrait un trésor insoupçonné. « J'aimerais beaucoup voir votre travail. » À la fin de la soirée, alors que je pensais retourner discrètement à ma place, Diego me rejoignit sur la terrasse, loin de l'agitation. Il me tendit une carte. « Mon numéro est au dos. J'aimerais vraiment en savoir plus sur vos créations. » Merci, balbutiai-je, serrant la carte entre mes doigts. Je ne savais pas si son intérêt était sincère ou dicté par la magie d'une soirée exceptionnelle. Peut-être qu'au matin, tout cela ne serait plus qu'un souvenir lointain pour lui. Le lendemain, de retour dans mon petit appartement à Coyoacán, tout semblait irréel. Mon atelier exigu, mes tissus bon marché, rien ne ressemblait au monde éclatant de la veille. Je tentais de reprendre ma routine, reprendre pied dans ma réalité. Pourtant, mon téléphone vibra. Un message, de Diego. « J'espère que tu es bien rentré. C'était un vrai plaisir de te rencontrer. » Je ne répondis pas tout de suite. Je voulais rester prudente, ne pas me laisser entraîner par des illusions. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'était pas prêt à me laisser repartir aussi facilement. 3 jours plus tard, alors que je finissais une retouche pour une cliente fidèle, la clochette de l'atelier tinta. Je levai les yeux et faillis laisser tomber mes ciseaux. Diego Montero se tenait là, dans mon modeste atelier, vêtu simplement d'un jean et d'une chemise blanche roulée aux manches. « Bonjour », dit-il avec un sourire chaleureux. « Diego » balbutiai-je, abasourdi. « Désolé de débarquer ainsi, mais tu n'as pas répondu à mes messages. Je me suis dit que le mieux, c'était de venir voir par moi-même. » Je clignai des yeux, encore incrédule. Ma cliente, tout aussi étonnée, s'excusa rapidement en quittant l'atelier. Nous nous retrouvâmes seuls. Diego parcourut lentement la petite pièce, observant mes croquis, mes tissus, mes modèles suspendus. « Tout ça est ton travail ?» demanda-t-il en s'approchant d'un prototype aux broderies complexes. « Oui, ce ne sont que des essais, rien d'extraordinaire, » dis-je en rougissant. Il se retourna vers moi, son regard brillant d'admiration. « Tu as un talent incroyable, Carmela. Tu ne devrais pas le cacher ici. Il doit être vu, valorisé. » Et c'est à cet instant qu'il me fit une proposition qui allait bouleverser ma vie. « Voilà ce que je te propose, » dit-il, sortant un dossier de sa sacoche. « J'aimerais que tu travailles avec moi. » Je restais sans voix. J'ai besoin de quelqu'un comme toi pour développer une collection textile pour mes hôtels. Authentique, inspiré du vrai Mexique. Pas de copie, du vivant. Il me tendit le dossier. À l'intérieur, une offre de collaboration. Des conditions que je n'aurais jamais osé rêver. « Pourquoi moi ?» demandai-je, méfiante. Diego s'approcha, son regard plongé dans le mien. « Parce que tu es vrai, comme ton travail, et parce que je crois en toi. » Je sentis mon cœur battre à tout rompre. Mais accepter cette offre signifiait franchir une frontière invisible entre nos deux mondes. Était-ce vraiment prudent? Je passai la nuit à tourner en rond. L'offre de Diego était tentante, trop tentante. Mais en même temps, elle me terrifiait. Je pensais à ma mère, à Miguel, mon petit frère, à notre vie simple, honnête. Est-ce que j'étais prête à basculer dans un monde de contrats, de grandes haciendas, de promesses et de risques? Et surtout, étais-je prête à faire confiance à un homme comme Diego Montero? Au petit matin, après une longue conversation avec ma mère, je pris ma décision. Je l'appellerai, j'accepterai, mais à mes conditions. Le jour suivant, nous nous retrouvâmes dans un café discret à Coyoacán. Pas d'hôtel luxueux, pas de tapis rouge, juste 2 chaises en bois et l'odeur du café fraîchement moulu. « J'accepte », dis-je d'emblée. « Mais je veux garder mon indépendance. Je veux que mon atelier continue d'exister, que mes créations restent miennes. » Diego hocha la tête avec un sourire sincère. C'est exactement ce que je voulais entendre. Ce que je ne savais pas, c'est que notre collaboration allait tisser bien plus qu'une simple collection. Les semaines suivantes furent intenses. Diego m'emmena visiter ses différentes haciendas. À chaque endroit, je puisais l'inspiration. Les tissages colorés d'Oaxaca, les broderies délicates de Puebla, les teintes chaudes de Michoacán. Petit à petit, ma confiance grandissait, pas seulement en mon travail, mais aussi en Diego. Il était là, présent, patient. Il écoutait mes idées, il respectait mes choix. Jamais il ne chercha à m'écraser de son pouvoir.
Et sans que je m'en rende compte, je m'ouvrais à lui. Un soir, alors que nous travaillions tard sur les échantillons, dans une hacienda restaurée à flanc de colline, il posa ses mains sur la table, épuisé mais heureux. « Tu sais, dit-il en me regardant droit dans les yeux, j'ai vu beaucoup de talent dans ma vie, mais toi, Carmela, tu n'es pas juste talentueuse. Tu es différente. Tu es lumière. » Mon cœur se serra. Je voulus répondre, lui dire que je ressentais la même chose, que dans ce monde de luxe et de faux semblants, il était la première personne à qui j'avais envie de faire confiance. Mais je n'en eus pas le temps. Il se pencha doucement et m'embrassa, un baiser tendre, hésitant, comme une question, et dans ce baiser, tout notre avenir se dessinait. Quand nos lèvres se séparèrent, je restai un instant immobile, le souffle suspendu. Tout semblait s'être arrêté autour de nous. Le silence de la nuit, les lumières tamisées de l'hacienda, l'odeur lointaine des bougainvilliers, rien n'existait plus que ce moment. Diego me regarda, inquiet de ma réaction. « Carmela, » murmura-t-il, « je ne veux pas te brusquer. Si c'était une erreur... » Je posai doucement ma main sur la sienne. « Ce n'était pas une erreur, » soufflai-je. Et pour la première fois depuis longtemps, je laissai tomber mes barrières, mais je savais aussi qu'aimer un homme comme Diego ne serait jamais simple. Les jours suivants, nous continuâmes notre collaboration, mais quelque chose avait changé. Une complicité nouvelle flottait entre nous. Un regard échangé suffisait, un sourire, un geste rapide de la main. Pourtant, au fond de moi, un doute persistait. Je venais d'un monde fait d'efforts, de sacrifices, de racines profondes. Diego, lui, évoluait dans un univers de lumière et de pouvoir. Pouvions-nous vraiment construire quelque chose ensemble, sans tout perdre de ce que nous étions? Un soir, alors que nous étions en déplacement dans une autre hacienda pour superviser l'installation de la nouvelle collection, nous prîmes un moment pour dîner seuls sur la terrasse, sous un ciel constellé d'étoiles. Diego leva son verre. À nous, à ce que nous construisons ensemble. Je souris, ému. Mais à cet instant, une femme s'approcha de notre table, grande, élégante, les traits fins et froids. Diego... « Quelle surprise !» fit-elle d'une voix douceâtre. « Isabella !» répondit-il, visiblement crispé. La femme tourna son regard vers moi, un regard lourd de jugement. « Et qui est cette charmante inconnue ?»« Carmela !» dit Diego. « Mon associé et ma compagne. » Un silence tendu s'installa. Isabella esquissa un sourire en coin. « Intéressant !» murmura-t-elle avant de s'éloigner, ses talons claquant sur les pavés. À ce moment-là, je compris que le passé de Diego ne serait jamais très loin. Après son départ, un silence lourd s'abattit sur nous. Je baissai les yeux sur mon assiette, incapable de croiser le regard de Diego. Mon appétit avait disparu. « Ne la laisse pas t'atteindre, » dit-il finalement, d'une voix douce. Je relevai lentement les yeux. « Qui est-elle, Diego ?» demandai-je, tentant de masquer le tremblement dans ma voix. Il soupira longuement, posant son verre. « Isabella est mon ex-femme. » Le mot résonna dans l'air, coupant net tout ce qu'il pouvait y avoir de léger entre nous. « Je comprends mieux. » murmurai-je, le cœur serré. Ce mariage appartient au passé, Carmela, crois-moi. Ce n'était pas de l'amour, c'était une alliance entre familles, un arrangement. Rien de réel. Il tendit la main vers la mienne, mais je la retirai doucement. Et moi, Diego, suis-je réel pour toi? Ou juste un caprice de plus? Son visage se tendit. Ne dis pas ça, tu sais ce que je ressens. Je me levai, incapable de rester assise plus longtemps. Peut-être. Mais moi, je n'appartiens pas à ton monde, Diego, et tout ce que tu fais, tout ce que tu es, me rappelle à chaque instant que je ne suis qu'une invitée ici. Je quittai la terrasse sans me retourner, le cœur en miettes. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Diego était prêt à tout pour me prouver que j'étais bien plus qu'une invitée. Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à quitter l'hacienda avec mes échantillons sous le bras, Diego m'attendait devant la voiture. Il tenait une boîte simple enveloppée d'un ruban de soie. « Je sais que tu veux partir, » dit-il calmement. « Mais avant, je veux que tu ouvres ceci. » Hésitante, je pris la boîte. À l'intérieur, un carnet rempli de croquis. Mes croquis, mes idées, mes inspirations griffonnées dans mon cahier secret, mais retravaillées, mises en valeur, présentées comme une véritable collection. Je levai des yeux humides vers lui. « Je veux lancer ta propre marque, Carmela, » dit-il doucement. « Pas sous mon nom, pas comme un projet caché dans l'ombre d'une hacienda. Ton projet, ton nom. » Je portai la main à ma bouche, incapable de parler. « Parce que je crois en toi, et parce que... je t'aime. » Il s'approcha lentement, laissant l'espace nécessaire pour que je choisisse. Et cette fois, ce fut moi qui fis le pas vers lui. Je me blottis contre son torse, laissant mes larmes couler. Dans ses bras, je compris que parfois, la vie offrait des chances que seuls les cœurs courageux savaient de saisir. Quelques mois plus tard, Racine et elle, Raïs y Alas, vit officiellement le jour. Une marque portée par mon nom, par mon travail, par mon histoire.
Chaque vêtement racontait une partie de mon Mexique, les broderies de ma grand-mère, les couleurs de Coyoacán, les rêves cousus entre les lignes d'une vie discrète mais fière. À l'inauguration, Diego était là, pas en tant que propriétaire, pas en tant que sauveur, en tant que soutien silencieux, en tant qu'homme qui croyait en moi. Ma mère pleurait discrètement dans un coin de la salle. Mon petit frère, désormais étudiant grâce à notre nouvelle stabilité, me serrait dans ses bras avec fierté. Et moi, debout devant les journalistes, les artisans, les amis, je pris enfin la parole. Mon nom est Carmela Fuentes. Je viens d'un petit atelier poussiéreux de Coyoacán. J'ai grandi avec peu, mais avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, je veux montrer que nos racines sont notre plus grande force et que même les rêves les plus modestes peuvent avoir des ailes. Un tonnerre d'applaudissements suivit. Ce soir-là, je n'ai pas seulement inauguré une marque, j'ai inauguré une nouvelle vie. Sur la terrasse du restaurant, plus tard dans la nuit, Diego me rejoignit. Il me tendit un petit écrin noir. Je le regardais, surprise. « C'est quoi? »« Pas une bague, » dit-il en riant. « Pas encore. Un pendentif, simple, gravé de 2 mots, libre et forte. » Il passa la chaîne autour de mon cou, ses doigts effleurant ma peau. « Parce que tu l'as toujours été, même avant moi. » Je relevai la tête, les yeux brillants. « Et toi, Diego Montero, qui a tout... Qu'est-ce que tu cherches encore? » Il sourit doucement. « Toi, Carmela, juste toi. Pas comme un projet, pas comme un trophée, comme mon égal. » Nous nous embrassâmes sous les étoiles de Mexico, scellant un pacte silencieux, celui de ne jamais trahir ce que nous étions vraiment. Et c'est ainsi qu'une couturière modeste et un magnate des haciendas, que tout opposait, découvrirent que la véritable richesse n'est ni l'argent ni le pouvoir. C'est la capacité de rester fidèle à soi-même, tout en osant aimer au-delà des frontières invisibles.